On va pouvoir commencer. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Mylène Alvarez, animatrice du plan Bois Énergie Bretagne au sein de l'association L. On co-anime le plan Bois Énergie Bretagne avec Fibois Bretagne, qui est aujourd'hui représenté par Gilda Prévost, qui est avec nous et qui interviendra au cours de ce webinaire. Donc, on va faire un rapide rappel sur ce que c'est que le plan Bois Énergie Bretagne. Ensuite, on verra les différents dispositifs d'aide qui existent, notamment les aides aux études, à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, les aides à l'investissement en chaufferie bois. Ensuite, les conditions d'éligibilité, celles qui étaient déjà existantes, les nouveautés 2024. On vous donnera également le calendrier des comités d'attribution 2024. Et puis ensuite, je ferai un rapide focus sur les aides pour les plateformes d'approvisionnement. Et Gildas est là pour nous faire un focus sur les aides à la plantation. Et ensuite, on aura un temps pour prendre vos questions-réponses. Dans les coulisses, il y a mes collègues Antonin Floss, Marc Letréis, il y a également Aurélie Leplu, Sébastien Huette de l'ADEME et Guy Crignou de la région. Ces personnes peuvent répondre en direct dans le chat à vos questions si vous en avez. On prendra quelques-unes de ces questions à l'oral à la fin de ce webinaire. Et si vous en avez en plus à ce moment-là, si on a le temps, on en prendra davantage. Hop. Donc, le plan Bois Énergie Bretagne. Donc, le plan Bois Énergie Bretagne, c'est une politique commune en faveur du bois énergie. C'est un programme, une politique qui est animée par l'association L, dont je fais partie, et Fibois Bretagne. Et on a un ensemble de relais locaux qui relaient cette politique sur les territoires. Donc là, il y en a quelques-uns de cités, mais c'est absolument pas exhaustif, puisque là, ça va être principalement les relais locaux qui agissent sur les collectivités et sur les établissements de santé, puisque je cite les CEP et les CT2ES, et évidemment les animateurs des CCR, contrats chaleur renouvelable. Mais il y en a bien d'autres en fonction des typologies d'entreprises. On pourrait citer les chambres d'agriculture, les coopératives agricoles, les CCI pour les entreprises. Voilà, il y en a bien d'autres. Et je pense qu'il y a un grand nombre d'entre vous qui sont là aujourd'hui et je vous en remercie. Donc on a 4 axes sur ce plan Bois Énergie Bretagne. L'axe accompagner les territoires dans une stratégie autour de l'arbre, puisque le plan Bois Énergie Bretagne, ça va au-delà de la chaufferie, du projet de chaufferie. C'est bien de valoriser l'arbre dans son entièreté avec tous les bénéfices qu'il apporte au territoire. L'axe développer les chaufferies bois, donc c'est de cet axe qu'on va le plus parler au final aujourd'hui, puisque dans cet axe, il y a l'ensemble des aides pour les études à la faisabilité, à l'investissement. Dans cet axe-là, on a également les études d'opportunité qui sont faites par les relais. Et on a l'animation du réseau des relais bois énergie dont je vous ai parlé juste avant. L'axe développement du chauffage domestique au bois qui est mené par Fibois et un axe très important sur la structuration de l'offre en bois déchiqueté. Donc un petit focus sur l'accompagnement en fait, qui est fait dans le cadre du plan Bois Énergie Bretagne. On a un dispositif riche qui permet un accompagnement dès l'émergence du projet. Cet accompagnement, il repose sur les animateurs des contrats chaleur renouvelables. Vous voyez la carte actuelle au 1er janvier 2024 ici. On a 10 contrats chaleur renouvelables sur le territoire breton. Et sur les territoires qui ne sont pas couverts par un contrat chaleur renouvelable, vous avez les relais L qui prennent, on va dire, la relève pour assurer un accompagnement dès l'émergence du projet. Donc cette carte, je vous invite à la garder en tête puisque quand on va parler des dispositifs d'aide, on a une différence entre les territoires qui sont couverts par un CCR et ceux qui ne le sont pas. Et donc les relais L sur les territoires qui ne sont pas couverts, ce sont ceux-ci, mes collègues qui apparaissent ici et qui sont répartis entre Antonin Floss, Marc Letréis, Jacques Bernard et Antoine Quévreux. Donc vous aurez bien sûr les contacts dans le diapo qui vous sera transmis. Donc ça, c'est
le parcours d'un projet de chaufferie bois, de l'opportunité d'un projet à l'installation. Donc le plan Bois Énergie Bretagne, il accompagne dès l'émergence du projet et tout au long du projet à chaque étape. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de l'accompagnement technique, mais ce que je vous invite à retenir, c'est qu'il y a des outils pour chaque étape. Et donc l'importance, c'est d'informer l'animateur du contrat chaleur renouvelable ou le relais L dès que possible, dès que vous avez un projet qui vous vient à l'esprit, que vous soyez bureau d'études ou relais ou autre, c'est d'informer ce porteur de projet de l'existence du dispositif et de nous passer l'information euh, pour que le projet puisse bénéficier de tous ces outils et également que tout soit intégré, toutes les conditions d'éligibilité que je vais vous présenter après soient intégrées dès le départ pour ne pas se retrouver un peu pris de court au moment du dépôt du dossier de demande d'aide euh, sur certaines conditions que vous allez voir après. Donc je démarre maintenant les aides à proprement parler. Donc on commence par les aides aux études et assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc un petit rappel qui en fait vaut pour toutes les aides qu'on va présenter aujourd'hui. Quel type de projet là? Le plan Bois Énergie Bretagne, on est bien sur des projets de chaufferie bois, bois granulé ou bois déchiqueté, et surtout à usage collectif ou pour les besoins d'activités d'entreprises tertiaires, industrielles, agricoles ou artisanales. Les projets de chaufferie individuels à usage domestique ne sont pas éligibles. Alors, comment ça se passe au niveau des dispositifs d'aide pour les études et assistances à maîtrise d'ouvrage? On a deux possibilités. Soit le projet il est sur le département du 35 et dans ce cas-là, on a deux situations. Soit il concerne des collectivités et des établissements médico-sociaux à but non lucratif. Et dans ce cas-là, le projet va bénéficier d'une aide du département de l'Ille-et-Vilaine. Cette aide, elle est d'un montant de 70% de l'étude ou de la prestation AMO ou de l'ensemble. Dans le cas d'autres structures et dans le cas d'autres départements, pour toutes les typologies de structures et de projets, on va avoir une aide de l'ADEME issue du fonds chaleur. Ce montant d'aide il va être variable en fonction de la taille de l'entreprise, 60% pour les grandes entreprises à 80% pour les plus petites. Dans le cadre d'une aide de l'ADEME, on a un montant minimum d'opération qui est de 10 000 euros hors taxes récupérables, sachant qu'on peut intégrer dès le départ une prestation d'AMO qui pourra se faire dans un deuxième temps, mais ça peut être intégré dès le départ pour passer ce seuil des 10 000 euros. Ce seuil de 10 000 euros, petite note, il n'existe pas dans le cadre d'un territoire CCR avec une gestion déléguée. Les conditions d'éligibilité pour ces aides aux études de faisabilité et assistance à maîtrise d'ouvrage sont les suivantes. On exige donc une qualification du bureau d'études. Très important, un cahier des charges. Et c'est là où on attire votre attention de se mettre en relation le plus tôt possible avec les relais et les animateurs, puisqu'il faut que le cahier des charges de l'étude de faisabilité comprennent les éléments qui sont cités, c'est-à-dire un pré-diagnostic énergétique, la recherche de fournisseurs bois locaux et une étude de dimensionnement de la chaufferie avec courbe d'appel de puissance. Donc c'est bien d'anticiper ce contact avec les relais pour bien définir le cahier des charges. Les relais, donc elles et animateurs, peuvent vous accompagner dans la rédaction de ce cahier des charges. Et le dernier point très important, c'est l'envoi de la demande d'aide avant engagement, donc soit avant signature d'un devis pour les entreprises, soit avant notification de l'attribution de marché pour les collectivités. Et donc, une fois qu'on a fait engager cette étude de faisabilité, pensez à associer le relais L ou l'animateur CCR lors de la restitution de l'étude, à minima, mais idéalement pendant toute l'étude de faisabilité, puisque les relais sont disponibles pour consolider les hypothèses, par exemple le niveau d'aide, les fournisseurs de bois locaux. On est là pour, pour définir les meilleures hypothèses possibles sans attendre la restitution finale.
Voilà pour les aides aux études et à l'assistance à maîtrise d'ouvrage. On passe aux aides à l'investissement. Alors là, on a effectivement dans le cadre du plan bois énergie, qui, je vous l'ai dit, est une politique commune en faveur du bois énergie, on va avoir un ensemble de solutions d'aide financière. Et l'objectif du plan bois énergie, c'est d'articuler ces aides ensemble et de leur donner une cohérence, notamment au niveau des conditions d'éligibilité. Donc, on vous propose un petit arbre pour savoir quelles sont les aides qui sont disponibles en fonction de la typologie du projet, sachant qu'on va avoir parfois des aides, enfin des projets qui peuvent bénéficier de plusieurs aides. Donc dans tous les cas, on vous invite toujours à contacter l'animateur ou le relais pour pouvoir définir quel est le dispositif le plus adapté au projet. Mais je vous propose tout de même un premier arbre qui permet d'avoir une bonne idée de ce qui existe. Donc la question à se poser, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est est-ce que le projet est situé sur un territoire CCR, contrat chaleur renouvelable? Si oui, alors le projet va pouvoir bénéficier des aides de l'ADEME du fonds chaleur, quelle que soit sa taille. Ensuite, si on n'est pas sur un territoire CCR, d'autres questions se posent. Quelle est l'activité concernée? Si on est dans le cadre d'une PME, TPE, on va avoir accès aux aides du fonds chaleur tremplin, qui ont des conditions particulières, ou si on est dans le cadre d'une activité de restauration ou d'hébergement, on va avoir accès au fonds tourisme durable, qui sont dans les deux cas des aides de l'ADEME. On ne va pas revenir aujourd'hui sur ces dispositifs dans le détail, mais vous aurez accès aux liens vers ces dispositifs-là lors de l'envoi des documents. Et pour toutes les autres activités, on va se demander quelle est la production d'énergie biomasse sortie chaudière du projet. En fonction de cette production d'énergie, donc si le projet est supérieur à 1200 MWh par an, on va se retrouver là aussi dans une aide ADEME fonds chaleur, donc même condition que dans le cadre d'un projet situé sur un territoire contrat chaleur renouvelable. Si on est dans le cadre d'un projet entre 60 et 1200 MWh par an, on va avoir une aide de la région Bretagne. Si on est inférieur à 60 MWh par an, le projet n'est pas éligible, mais pour autant, on vous invite à contacter le relais pour étudier les pistes d'optimisation qui peuvent faire passer votre projet dans quelque chose d'éligible. Donc maintenant, on va rentrer plus dans le détail des deux aides, l'aide ADEME et l'aide du fonds chaleur, qui diffèrent en fait de par leur calcul et les montants d'aide. Donc on commence par l'aide ADEME fonds chaleur. Donc l'aide de l'ADEME du fonds chaleur, on va avoir pour la production de chaleur, donc la partie investissement chaufferie, des forfaits d'aide en fonction déjà si c'est un projet des collectivités du secteur tertiaire ou un projet du secteur industriel et agricole. Ensuite, on a des forfaits selon la tranche d'énergie. Donc pour bien comprendre, vous avez un petit exemple à côté. Donc si on a un projet de chaufferie qui est destiné à produire 3250 MWh énergie bois, on peut prétendre à une aide à l'investissement de 757 000 euros. Voilà le découpage. On prend les 420 premiers mégawattheures, on les multiplie non, pardon, on prend les 600 premiers mégawattheures, on les multiplie par le forfait de 420 que vous voyez dans le tableau, et ainsi de suite pour le reste des mégawattheures, et on arrive au montant de l'aide. Pour les projets qui sont supérieurs à 12 000 MWh, on va avoir des conditions particulières. Ce sont bien des projets qui peuvent bénéficier d'une aide, mais on ne les a pas détaillées ici, puisqu'elles sont un petit peu plus complexes. Donc on vous renvoie vers les conditions ADEME qui sont disponibles sur la plateforme Agir. Et donc, deux particularités aussi pour les projets à plus forte puissance. Pour les industries du bois, il y a également un appel à projet BCIB. Et pour les industries supérieures à 12 GWh par an, on a l'appel à projet BCIAT. Là également, on vous renverra vers la plateforme Agir. Et ensuite, on a une aide réseau de chaleur. Donc là aussi, on a un forfait d'aide au mètre linéaire qui là va dépendre du diamètre nominal du réseau.
Voilà, pour précision, le périmètre du réseau de chaleur qui est éligible va des pompes de charge du réseau à l'échangeur en sous-station. Voilà pour les aides de l'ADEME. Et ensuite pour les aides région, là on va avoir deux forfaits différents au mégawattheure, pas de différence selon la catégorie d'énergie produite. On va avoir des projets à un forfait à 180 € du mégawattheure pour les projets des collectivités et du secteur tertiaire et un forfait à 100 € du mégawattheure pour les projets du secteur industriel et agricole. Le réseau de chaleur, lui, va bénéficier d'une aide de 40% de l'investissement. Sachant que pour l'aide région, on a un plafond de dépenses qui intègre à la fois la production de chaleur et le réseau de chaleur qui est de 200 000 € et 40% des dépenses éligibles. Voilà, là je vous ai donné les modalités de calcul de l'aide, des aides existantes région et ADEME. Maintenant, ah oui, alors il y a également, il ne faut pas l'oublier, le bonus du département de l'Ille-et-Vilaine qui vient en complément des deux aides, que ce soit un projet qui bénéficie de l'aide de l'ADEME ou un projet qui bénéficie de l'aide de la région. Le bonus du département de l'Ille-et-Vilaine peut s'appliquer si le projet dessert un ou plusieurs établissements médico-sociaux sur le département du 35. Et donc cette aide supplémentaire, elle est de 100 € du mégawattheure. Quelques précisions, notamment pour les projets granulés, on a un plafonnement pour ces projets-là à 240 € du mégawattheure par an. Donc si le projet dépasse cela, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être aidé. Par contre, ça veut dire que l'aide sera plafonnée aux 240 premiers mégawattheures seulement. Pourquoi Parce qu'on incite à aller vers le bois déchiqueté pour les projets qui sont les plus importants, euh, puisque c'est le plus pertinent. Ensuite, quelques précisions sur les extensions des réseaux de chaleur. Donc, le plan Bois Énergie Bretagne il accompagne les extensions de réseaux de chaleur avec ou sans investissement supplémentaire sur la production de chaleur. Donc là, pour avoir une aide sur ce type de projet, il faut réaliser une étude de potentiel d'extension, par exemple un schéma directeur, pour valider que l'extension qui est visée est bien l'optimum qu'on peut atteindre et qu'il n'y a pas encore d'autres mégawattheures à aller chercher. Et donc bien sûr cette étude peut être accompagnée dans le cadre du plan Bois Énergie Bretagne. Voilà pour les aides, on va dire le montant d'aide. Ensuite, je voudrais vous parler des conditions d'éligibilité. Alors, dans le cadre du plan Bois Énergie Bretagne, donc encore une fois une politique commune, on a des conditions d'éligibilité harmonisées. Donc, que le projet soit aidé par l'ADEME ou par la région, on a des conditions harmonisées. Ces conditions, comment on les a définies? Eh bien, bien évidemment, elles reposent sur les conditions du Fonds chaleur national, ça va être un peu le socle. Et ensuite, on a des conditions spécifiques à la région Bretagne. Ces conditions spécifiques, elles viennent soit d'une politique régionale, d'une volonté régionale d'aller plus loin sur certains points, ou d'un retour d'expérience des projets qu'on a accompagnés jusqu'ici. Donc voici les grandes catégories en fait des critères d'éligibilité. On ne va pas rentrer dans le détail de tous les critères aujourd'hui. On fera des zooms sur le carré bleu, le carré rouge, donc le démarche énerchoix et la performance environnementale. Mais on va quand même les balayer maintenant. Donc la démarche énerchoix que vous connaissez peut-être déjà, mais voilà comment elle se décline en conditions d'éligibilité sur la Bretagne et également à l'échelle nationale. Donc on exige des porteurs de projets qu'ils mettent en place une démarche de maîtrise de la consommation énergétique. On a un plafond de consommation énergétique pour les bâtiments d'élevage. Alors ça, c'est une caractéristique propre à notre région. On va demander une analyse multi-énergie, c'est-à-dire qu'on va demander, je rentrerai dans le détail tout à l'heure, mais à étudier les autres énergies renouvelables en amont du choix de l'énergie biomasse. Et dans le cas d'un réseau de chaleur, on va demander à ce que toutes les pistes soient étudiées pour mutualiser le réseau de chaleur.
Ensuite, on a des critères techniques, l'exigence d'un dispositif de suivi de la production énergétique, au moins un compteur en sortie de chaudière, une densité minimale du réseau de chaleur, 1,5 MWh au mètre linéaire, une durée annuelle de fonctionnement, 1500 heures minimum, donc il y a une particularité bretonne sur ce niveau de durée exigé. Et une autre particularité de notre région qui là vient vraiment des retours d'expérience des projets qu'on a accompagnés. Euh, les, les projets qui ont un système de convoyage qui repose sur des vis obliques avec une inclinaison supérieure à 30 degrés ne seront pas éligibles puisque ce type de système pose régulièrement des problèmes de fonctionnement. Ensuite, sur les performances environnementales, j'y reviendrai après, mais on a des valeurs limites d'émission, des exigences sur le système de filtration des fumées, sur la hauteur de cheminée et la gestion des cendres. Sur la gestion durable de la ressource, on va exiger un plan d'approvisionnement détaillé au moment de la constitution du projet. On demande à ce que le bois provienne du Grand Ouest. Donc là, c'est un engagement des porteurs de projet. Le plan d'approvisionnement doit prévoir 30 à 50% de plaquettes forestières et assimilées. Donc plaquettes forestières et assimilées, ça englobe notamment les plaquettes bocagères. Et on va avoir un taux de certification qui va être exigé sur ces 30 à 50% minimum, enfin sur la totalité de l'approvisionnement en plaquettes forestières et bocagères, on va exiger un taux de certification. La particularité bretonne, c'est qu'on exige également sur les plaquettes bocagères. Au niveau national, l'exigence est sur les plaquettes forestières, mais on a décidé en Bretagne d'aller plus loin pour encourager la gestion durable de la haie. Ensuite, on aura des exigences par rapport aux qualifications des partenaires techniques. Alors, je reviens donc plus en détail sur les critères relatifs à la démarche Enerchoix. Donc, la démarche Enerchoix, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est illustrée à droite là, sur cette pyramide. Elle consiste donc, première étape, à réduire les consommations énergétiques. Deuxième étape, à mutualiser les besoins et les moyens de production et de distribution de chaleur. Et ensuite, dans le choix de l'énergie sélectionnée, on va prioriser les énergies non délocalisables et déjà existantes, notamment la récupération de chaleur fatale. Ensuite, les énergies non délocalisables qui sont à créer, c'est-à-dire la géothermie et le solaire thermique. Et ensuite, on ira sur la biomasse. Donc, comment ça se traduit cette démarche dans les conditions d'éligibilité en Bretagne? On va exiger la mise en place d'une démarche de maîtrise de la consommation énergétique. Donc ça, pour le démontrer, le porteur de projet, il a plusieurs choix selon ce qu'il a mis en place ou ce qu'il souhaite mis en place. Mais voilà, à titre d'exemple, ce qu'on demande notamment, alors pour les communes, on va demander une adhésion à un service CEP si celui-ci existe sur le territoire. Pour les industries, on demande des audits énergétiques et des études d'opportunité d'évolution du mix énergétique parce que maintenant il y a le dispositif Pacte Industrie proposé par l'ADEME et donc on encourage à aller vers ce dispositif-là. Pour les entreprises agricoles, le caractère récent d'au moins un bâtiment pourra être suffisant à justifier cette démarche ou d'autres travaux menés dans le cadre de différents programmes. Pour les autres entreprises ou à défaut de ces dispositifs, on demandera un pré-diagnostic des bâtiments à chauffer. La deuxième partie, donc, c'est l'analyse multi-énergie. Donc, avant d'envisager le projet de chaufferie bois, on devra avoir vérifié la possibilité de se raccorder à un réseau de chaleur existant. On devra avoir vérifié l'existence d'une source de chaleur fatale non valorisée. Et ensuite, l'intérêt de valoriser l'énergie solaire ou la pertinence de solutions de géothermie pour le projet, notamment dans le cadre de bâtiments neufs. Donc, en fait, au moment de l'étude d'opportunité, il y a toutes ces dimensions-là à intégrer. Donc, nous, on peut vous mettre en relation, bien sûr, avec des personnes qualifiées pour faire ces études-là. On travaille notamment avec Atlanson pour l'énergie solaire. Ensuite, donc là, vous vous rappelez, hop, les paramètres de performance environnementale, donc quelques détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là, c'est juste les valeurs limites d'émission.
Donc en Bretagne, on a des valeurs limites d'émissions pour tous les projets, sachant que les valeurs limites d'émissions pour les chaufferies de moins de 500 kW, ça va être des équivalents aux normes européennes pour la chaufferie. Là, je voulais attirer votre attention sur le fait qu'il y a eu un petit changement cette année. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien avec la couleur, mais la valeur limite d'émission pour les chaufferies entre 500 kW et 1 MW pour le monoxyde de carbone est passée à 500 mg par normomètre cube. En fait, ça a été rehaussé un petit peu, puisqu'avant c'était calqué sur le régime ICPE déclaration et c'était difficilement atteignable pour ces petites chaufferies. Donc ça, c'est quelque chose qui a évolué à l'échelle nationale, donc on le fait évoluer également en Bretagne. Ensuite, on a des exigences de système de filtration des fumées pour les chaufferies hors granulés à partir de 150 kWh. Donc les systèmes de filtration à minima un filtre cyclonique, on a des recommandations, si cela est possible, d'aller vers des filtres à manche et électrofiltres. Donc on a une recommandation en 2024 et on nous annonce une obligation pour 2025. Donc nous, ce qu'on vous encourage à faire, c'est d'intégrer dès maintenant dans les dimensionnements économiques des projets, d'intégrer ces systèmes de filtration-là et de nous faire des retours d'expérience pour voir de quelle manière cela impacte les projets pour piloter au mieux les dispositifs à partir de l'année prochaine. Ensuite, on a une nouvelle exigence en termes de hauteur de cheminée. Là aussi, c'est une condition nationale supplémentaire à partir de cette année, enfin recommandée à partir de cette année et de la même manière obligatoire pour 2025. Donc cela concerne toutes les chaufferies qui sont situées sur une zone couverte par un plan de protection de l'atmosphère, sachant qu'en Bretagne, à ce jour, le seul territoire couvert, c'est Rennes Métropole. Et ensuite, cela concerne toutes les chaufferies dont la puissance est supérieure à 500 kW. Donc, ces hauteurs de cheminée, pour ceux qui ont déjà consulté les conditions ADEME à ce niveau-là, vous avez pu voir des tableaux. On a essayé de formaliser ça sous la forme d'un graphique pour vous expliquer comment la hauteur de cheminée exigée est définie. Donc 3 questions à se poser pour définir cette hauteur de cheminée. Quelle est la puissance utile par générateur? Donc si on a une chaufferie qui fait une chaufferie de 800 kg sur 2 générateurs de 400, on considérera bien le générateur de 400 et pas de 800. Donc ensuite la question, à quelle distance se situe l'obstacle le plus proche? Et enfin, quelle est la hauteur de cet obstacle? Donc là, vous avez le graphique pour les chaufferies avec un générateur compris entre 70 et 299 kW. On a également fait les graphiques pour les autres tranches de puissance, mais on parlera que de celui-là pour vous illustrer le fonctionnement. Donc voilà, là, si on prend un exemple d'une chaufferie avec un générateur d'une puissance de 250 kW, et d'un obstacle de 7 mètres situé à 40 mètres de la cheminée. Donc vous voyez sur le graphique en bas, déjà on va se situer sur la courbe la plus haute, donc puisque la distance entre l'obstacle et la cheminée est de moins de 45 mètres. Ensuite, on se situe sur une hauteur d'obstacle à 7 mètres. Et donc, si vous reportez ça sur la courbe, cela fait une hauteur nécessaire de 10 mètres. Voilà pour le fonctionnement sur ce critère. Pour déposer une demande d'aide, on en a fini des conditions d'éligibilité. Pour déposer une demande d'aide, à qui s'adresser? Sur un territoire contrat chaleur renouvelable, on va s'adresser directement à l'animateur. Ce sont eux qui gèrent en direct les dossiers. Sur les autres territoires, le relais, les contacts que je vous ai montrés en début de webinaire. Et donc, vous avez ici les calendriers des comités d'attribution. Donc, vous avez à gauche les dates de comité de cette année et à droite les dates limites de dépôt si vous voulez que le projet soit expertisé et une aide attribuée sur le comité. Donc, par exemple, si vous voulez passer au prochain comité, ce sera celui de juillet avec une date limite au 31 mai.
Un petit focus très rapidement sur les aides pour les plateformes d'approvisionnement. C'est surtout pour vous dire qu'il y en a. Donc ces aides, elles sont données par la région ou par l'ADEME selon la taille du projet, 25 à 30% du surcoût. Vous avez quelques conditions ici, donc principalement s'assurer de la complémentarité géographique avec les équipements existants, s'engager à l'approvisionnement de plusieurs chaufferies sur le territoire et adhérer au système de certification et transformer 10% de bois certifié minimum. Donc les contacts pour ces aides, ça va être Fibois en premier lieu pour présenter le projet et ensuite la partie expertise du projet et de la demande d'aide, ce sera Jacques Bernard de L. Voilà pour la partie chaufferie avec un petit détour par les plateformes d'approvisionnement. Je vais laisser la parole à Gilda qui va compléter sur les aides à la plantation. Oui, donc voilà, l'idée d'évoquer également les aides à la plantation de manière un peu plus globale. Donc, je vais surtout insister sur les gros dispositifs publics, donc que sont Brest Forêt Bois et les aides du plan de relance, du plan de France 2030, pardon. Donc, Brest Forêt Bois, c'est un dispositif qui a été mis en place par la région Bretagne en lien avec les professionnels donc depuis 2015. Donc depuis 2015, voilà, il y a autour de un peu plus de 2000 hectares qui ont été plantés avec ces aides-là. Ça représente voilà, un peu plus de 2 millions d'arbres, même si ce n'est pas forcément l'indicateur le plus pertinent. Donc ça couvre l'ensemble des départements bretons. L'objectif est bien de développer la ressource forestière, permettant de produire à terme du bois de qualité pour qu'il puisse être utilisé dans la construction, dans tout ce qui va être usage avec ouais, une mise en œuvre que ce soit dans l'emballage et tous les usages bois d'œuvre. Et évidemment, ceci dans un équilibre avec les autres enjeux aussi, que sont les enjeux environnementaux et sociétaux. Ouais, il ne s'agit pas juste de faire pousser du bois pour faire pousser du bois sans regarder les autres critères. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Donc, ces aides Brest Forêt Bois, il y a 3 volets qui existent. Donc, il y a eu plusieurs évolutions. Hein. Il y a une première phase en 2019, jusqu'en 2019, où c'était financé par la Grande-Bretagne et puis par le FEADER, par l'Europe. Ensuite, depuis 2019, c'est financé uniquement par la région Bretagne. Il y avait historiquement les 2 premiers volets transformation et boisement. Et depuis 2023, il y a également un nouveau volet amélioration qui a été mis en place. Alors, dans les grandes lignes, Brest Forêt Bois Transformation, ça vise à transformer des peuplements qui sont existants, hein, qui ont plus de 30 ans, qui sont ce qu'on appelle des peuplements pauvres ou en tout cas inadaptés par rapport soit inadaptés par rapport au terrain, en échec, qui sont dépérissants, et en tout cas dont le potentiel de production de bois d'œuvre n'est pas au rendez-vous. Il y a moins de 10% des arbres dont on peut espérer une valorisation bois d'œuvre à terme. Donc là, on est un petit peu bloqué dans le cycle sylvicole et l'idée, c'est de couper ce qui existe aujourd'hui, de le valoriser comme on peut, avec soit du petit sillage s'il y en a un petit peu et le reste en bois énergie, et de repartir sur un nouveau cycle de gestion forestière qui permettra de faire du bois d'œuvre à terme avec des essences adaptées à l'environnement, à la station, etc. Donc avec un financement donc, des travaux préparatoires de plantation. On verra le taux d'aide après. Une exigence aussi globalement qui est d'avoir un document de gestion durable. Donc, Mylène a évoqué tout à l'heure cette exigence-là dans le cadre des aides bois énergie. Donc, en forêt, on a soit le propriétaire, il a un plan simple de gestion, soit un code des bonnes pratiques sylvicoles pour l'essentiel, ou en forêt publique, des aménagements. Donc, voilà, c'est une exigence d'avoir ce document de gestion durable et une certification forestière également. Pour le deuxième volet, Brest Forêt Bois Boisement, partant du constat que chaque année, il y a entre 4 et 5 000 hectares de terres qui sont délaissées, qui deviennent de la forêt. Donc ça, c'est les chiffres de l'hygiène qui le montrent. Et quand on regarde dans le détail, en fait, il s'avère que ce sont des terres qui sont délaissées de l'agriculture et qui progressivement s'enfrichent et deviennent de la forêt selon la définition de l'hygiène. Donc, plutôt que de laisser ces terres s'enfricher avec des arbres qui ne pourront pas à terme donner du bois d'œuvre, l'idée, c'est de les boiser pour mettre des essences qui pourront produire du bois d'œuvre.
Voilà, donc il y a un certain nombre de critères qui permettent de vérifier qu'on ne boise pas des terres qui ont une vraie vocation agricole. C'est pas du tout l'objet, mais voilà, c'est plutôt que de laisser ces terres s'enfricher, l'aide est là pour rentrer dans un cycle de production sylvicole. Et donc avec financement des travaux préparatoires, également des entretiens pendant 3 ans. Et le dernier volet amélioration qui est ouvert depuis début 2023, c'est partant du constat qu'il y a aussi des massifs, des peuplements qui ne sont pas forcément en très très bon état, qui nécessitent des travaux d'amélioration pour pouvoir vraiment produire du bois d'œuvre, mais qui présentent quand même un potentiel. Et donc pour exprimer ce potentiel, il y a des travaux qui nécessitent d'être mis en œuvre, sauf qu'ils sont pas, ce sont des travaux qui ne sont pas rémunérateurs et qui malheureusement ne sont pas faits. Donc là, l'aide vise à aider les propriétaires à engager ces travaux-là pour que le peuplement puisse s'améliorer et à terme produire le bois d'œuvre escompté. Donc là, c'est différents types de travaux qui peuvent être financés, comme des marquages de cloisonnement, du balivage, des éclaircies, des travaux d'ouverture de cloisonnement, des pressages, taille de formation, etc. Donc là, il y a un cahier des charges qui est en ligne sur brestforêtbois.fr qui permet de voir tous les détails. Et donc pour les seuils d'éligibilité, donc pour les 2 premiers volets, on a un seuil qui est du minimum 3 hectares. Il faut 3 hectares pour déposer un projet, avec un abaissement à 1 hectare dans le cas du peuplier. Ça peut être avec plusieurs îlots, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence. Si c'est complètement mité, ça ne sera pas forcément pertinent et pas retenu. Possibilité de regrouper plusieurs propriétaires. Donc, les conditions, c'est d'avoir des essences objectives qui, au terme, pourront faire du bois d'œuvre, d'avoir une association d'essence avec une diversification qui est obligatoire avec différents seuils hein, en fonction de si le projet fait plus ou moins de 5 hectares, le niveau d'exigence sera un petit peu différent. Donc voilà, une exigence de valoriser la biomasse préexistante quand il y en a et respecter la biodiversité de l'environnement. Donc dans le cas de Brest Forêt Bois Transformation, le taux d'aide pour les propriétaires privés est de 80%. Pour les collectivités territoriales, il est de 70%. Et dans le cadre de Brest Forêt Bois Boisement, c'est un financement de 50% des travaux liés à la plantation, mais là qui comprennent aussi les dégagements des 3 premières années. Donc voilà, c'est quand même des taux qui sont assez incitatifs. Et pour Brest Forêt Bois Amélioration, donc là, il va y avoir différents forfaits en fonction du type de travaux. Et le taux sera de 50% globalement donc du forfait éligible et 30% dans le cas des peupleraies voilà, qui ont des conditions un petit peu spécifiques. Voilà, il y a possibilité de mutualiser, d'avoir différents types de travaux, sachant qu'il y a un seuil pour les dossiers qui est de 3 000 euros et 2 000 dans les cas des dossiers peupliers, puisqu'ils sont plus petits. Donc ça, c'est un petit peu le bilan depuis 2015 entre les départements. Donc voilà, il y a une couverture assez homogène quand même entre les départements, même si dans le Morbihan, on a un petit peu plus de dossiers, de projets, un peu plus de boisement que de transformation. Voilà, on constate qu'effectivement, c'est le terre délaissée, c'est peut-être là où c'est le plus pertinent de faire des projets. Un point que j'ai pas mentionné là, qui est le fait que donc, depuis 2023, l'instruction est réalisée par le CRPF. Voilà, c'est le nouvel instructeur de ce dispositif Brest Forêt Bois, ce sont les techniciens CRPF, donc c'est eux qui sont le guichet unique, le point d'entrée pour bénéficier de ces aides-là. On peut passer à la suite. Voilà, donc ça c'est un dernier diapo de bilan. Donc aujourd'hui dans les essences plantées, il y a un quart qui sont avec une essence objectif feuillue et les 3 quarts avec des essences objectifs résineuses. Donc voilà, on est un petit peu à l'inverse de la proportion de ce qui existe aujourd'hui en forêt, mais c'est aussi le constat qu'il y a besoin au niveau de la filière de peuplement qui produisent du résineux. C'est là où sont les marchés. Donc finalement, ce programme y répond en grande partie. Un autre dispositif donc, qui est important là, qui a été ouvert depuis donc, 2021, je crois, donc, avec une première phase qui était France Relance, et maintenant c'est passé avec France 2030.
Donc là, ce dispositif, il est ouvert jusqu'à la fin mai, mais a priori, il va être reconduit avec peut-être des petites évolutions. Donc là, le cahier des charges que je vous présente, c'est par rapport à, on peut revenir en arrière, voilà. Donc l'objectif est très proche de Brest Forêt Bois, hein, c'est de développer la ressource de qualité dans un équilibre aussi avec les autres enjeux. Donc, ce sont toujours les propriétés privées qui sont couvertes par un document de gestion durable qui sont éligibles, avec trois types. Donc, reconstitution de peuplement sinistré, que ce soit après un événement climatique voilà, ou un dépérissement quelconque. Là, des aides aussi dans une vision, dans une visée, pardon, d'adapter les peuplements qui sont aujourd'hui considérés comme vulnérables et dépérissants. Donc vulnérables avec un regard à l'échelle 2050, comment ces peuplements risquent d'évoluer avec l'état des connaissances actuelles. Et il y a également nécessité de constater déjà un dépérissement effectif aujourd'hui, avec des critères qui sont précis dans le cahier des charges. Et également, l'autre mesure, c'était la conversion de peuplements pauvres. Si cette mesure fait un petit peu, voilà, elle est un peu analogue à celle qu'on a dans Brest-Forêt-Bois. Je sais qu'au national, les verrous sont peut-être un petit peu moins forts et elle est controversée. Je sais pas, je pense elle va évoluer pour le nouvel appel à projet. Et donc, les bénéficiaires, propriétaires privés, leurs regroupements et les collectivités publiques, comme pour Brest-Forêt-Bois. Donc là, cette diapo, vous voyez un petit peu les critères aussi qui montrent qu'il y a des taux qui sont bonifiés ou en fonction de différents critères, en fonction donc de s'il y a une certification, etc. Donc voilà, selon le type de peuplement qui est présent, les taux peuvent être différents. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver sur le site du ministère. Avec possibilité de cofinancement avec le label bas carbone. Alors, le label bas carbone, c'est un autre dispositif d'aide également qui existe, qu'on peut faire en Bretagne. Et dont l'objectif est pour les entreprises qui vont qui vont financer des projets de plantation. L'idée, c'est d'avoir une comptabilité qui permette de savoir quel est le volume de carbone stocké et qui peuvent utiliser cela par rapport à leur comptabilité carbone, souvent qu'ils sont engagés dans un dispositif, dans une réduction, une compensation de leur carbone. Ils ont besoin d'avoir une certification et le label bas carbone permet de certifier pour les entreprises le carbone qui va être stocké sur la sur la durée de vie du peuplement, et ça permet d'aider un propriétaire à faire un projet de plantation. Voilà. Et donc rapidement, il y a d'autres aides donc au niveau de la forêt, là sur le matériel. Donc c'est un dispositif qui était présent jusqu'à 2023. Il devrait être conduit très prochainement, mais on n'a pas encore les charges tout à fait. Donc là, c'est sur la base de ce qui s'est passé en 2023. Donc l'objectif, c'est d'aider les entreprises de travaux forestiers, voilà, par l'investissement matériel et avec notamment une vigilance sur le matériel performant et qui est respectueux des sols. Voilà, il y a avoir les taux sont bonifiés dans le cas de matériel vraiment très performant sur l'aspect prévention des sols et limitation des accidents. Donc voilà, ces entreprises qui ont un code NAF dans les domaines forestiers qui sont présentés là sur la diapo, qui peuvent être éligibles. Et il y a également une exigence d'avoir une démarche de certification PEFC ou qualité territoire. Donc là, j'ai remis les données de 2023, sachant que ça va sans doute évoluer un petit peu pour le nouvel appel à projet dont on n'a pas encore les spécificités. Donc il y avait différentes catégories d'investissement. Donc il y avait les machines d'exploitation de sylviculture assez classiques, dont le taux pouvait être bonifié quand le matériel était particulièrement performant, notamment regarder les pressions statiques à la roue pour éviter le tassement des sols, etc. Et les catégories 2, 3, 4 avec un financement à 40%, donc qui est sur les machines à très faible impact, des équipements qui soient numériques ou annexes pour la gestion et faciliter le travail des opérateurs. Donc là, j'évoque pas d'autres dispositifs privés qui peuvent exister aussi pour la plantation. Donc, il y a notamment, donc j'évoquais le label bas carbone, mais il y a Reforestation, il y a Plantons pour l'avenir, qui sont des dispositifs aussi basés sur du mécénat, et donc permettent d'aider à réaliser des projets. Dans le cas du peuplier, il y a aussi une charte qui s'appelle Merci le peuplier, où un certain nombre d'acteurs se sont mis ensemble pour donner voilà, une aide aux propriétaires
qui va remettre du peuplier après une coupe de peuplier. Et je peux également citer des structures qui pourraient mettre aussi un accompagnement dans ces dispositifs-là. Donc, les structures interprofessionnelles comme les nôtres donc, peuvent accompagner. Donc, le CRPF, qui est instructeur, évidemment, connaît tout ça aussi très bien. Et également, au niveau national, il y a Francilua Service, donc, qui est une émanation du syndicat de propriétaires forestiers, qui propose aussi voilà, un accompagnement sur ce type de dispositif. Voilà, donc n'hésitez pas, s'il y a des questions, à, à solliciter l'une de ces structures, qu'on essaiera de vous y répondre, d'y répondre le mieux possible. Voilà, je vous remercie tous et toutes d'avoir participé. J'espère que cela a répondu à vos questions et si ce n'est pas le cas, je vous remets hop, les contacts de Relais L ou bien, encore une fois, les animateurs CCR. On ne voit pas leurs contacts en tout petit, mais on vous les transmettra, on vous transmettra la carte. Merci beaucoup, merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée.